Souleymane Niang. Des jeunes, une dizaine environ, ont été la cible de tirs à balles réelles dans la commune de Boutoupa Kamarakunda dans la région de Ziguinchor. Ces tirs proviennent selon plusieurs sources d'éléments supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance établi dans la forêt classée de Blaze près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Des jeunes du groupe cible des tirs sont toujours portés disparus. L'armée mène en ce moment même des opérations de sécurisation pour tenter de les retrouver. Lamine Ba. La peur s'est emparée ce matin des populations de la commune de Boutoupa Kamarakunda, réveillées qu'elles ont été par des tirs nourris de balles réelles lancés sur des jeunes du village par des éléments armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de Casamance. Selon des sources concordantes, la dizaine de jeunes cibles de l'attaque des éléments armés ont violé un espace de la forêt classée de Blaze qui abriterait plusieurs positions militaires du mouvement des forces démocratiques de Casamance. On nous signale que les jeunes de Boutoupa qui ont été la cible de ces éléments armés s'étaient rendus dans cette zone très peu fréquentée pour tenter de retrouver un jeune du village de Niadjou dont on est sans nouvelles depuis quelques jours. Aux dernières nouvelles, seuls 9 sur les 11 jeunes ont réussi à échapper aux attaques des éléments armés. 2 d'entre eux sont toujours introuvables. D'ailleurs, l'armée mènerait en ce moment des opérations de sécurisation dans la zone pour ramener le calme. Les proches de certains de ces jeunes qui ont réussi à échapper aux tirs nourris des éléments armés nous racontent que la plupart d'entre eux sont présentement plongés dans une profonde psychose. Une affaire à suivre. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Restons dans la région naturelle de Casamance et plus précisément dans la région de Kolda où les habitants de la commune de Madina Cherif réclament un centre de santé, un lycée et le désenclavement de leur localité. Madina Cherif est une commune du département de Kolda située sur la route nationale numéro 6. Abdoulaye Diallo. Situé à plus de 80 km de Kolda et à plus de 120 km de l'hôpital régional de Tambacounda, les habitants de la commune de Medina Cherif réclament un centre de santé. Mohamedou Gano est leur maire. Il y a plus de 100 000 habitants dans cette zone. Et nous sommes à plus de 80 km de l'hôpital régional de Kolda et à plus de 120 km de l'hôpital régional de Tambacounda. Vous imaginez dans ces conditions, si quelqu'un est malade, on a toutes les difficultés du monde pour pouvoir l'évacuer dans les meilleures conditions. C'est dans ce sens que nous demandons la création d'un centre de santé ici à Medina Cherif pour mieux prendre en charge les questions liées à la santé. Medina Cherif est l'une des communes du département de Kolda où le taux d'abandon scolaire est inquiétant à cause d'une absence d'un lycée. Et nous appelons d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale pour nous venir en aide. Medina Cherif compte 29 écoles primaires, 2 collèges, mais malheureusement nous n'avons pas de lycée jusqu'à présent. Nous avions voulu, à travers nos correspondances, que cette année qu'on ait l'ouverture de classes de seconde pour permettre aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Parce qu'ailleurs, il y a des problèmes de tuteurs qui se posent. La déperdition scolaire, elle est importante. Notamment l'éducation des filles en réalité pose problème. C'est la raison pour laquelle nous appelons l'autorité à nous aider à avoir un lycée ici au niveau de Medina Cherif. Ils sont dans les dispositions de prendre en charge la construction des bâtiments de ce lycée, mais ils ne demandent qu'une autorisation de l'autorité. En tant que commune, nous sommes prêts à aller chercher des partenaires pour la construction, mais pourvu quand même que l'autorité nous autorise en réalité à avoir un lycée ici au niveau de Medina Cherif. L'enclavement est également un facteur qui empêche les habitants de la commune de Medina Cherif de dormir à point fermé. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. À Tambacounda, les violences faites aux enfants persistent dans la commune de Diallo-Koto. Les enfants ont initié une procession suivie d'une remise du mémorandum au maire de la commune pour une réduction de ces violences qui ont pour nom mutilation génitale féminine, mariage précoce et punitions humiliantes. Reportage Moussa Omar Gueye. Diallo-Koto, 70 km de la commune de Tambacounda sur la route de Kédougou. Ici, le conseil municipal des enfants monte au créneau pour dénoncer les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines et les punitions humiliantes physiques. Un mémorandum a été remis au maire de la commune de Diallo-Koto. Mariama Sissoko dirige le conseil municipal des enfants de Diallo-Koto. Nous, l'enfant de la commune de Diallo-Koto, subissent toujours des pratiques. Monsieur le maire, nous sollicitons auprès de votre haute responsabilité une prise de mesures au niveau communal qui interdise ces pratiques citées plus hautes. Mamadou Korka Diallo de Ofat Naforé. Violence Against Children, c'est un truc anglais, mais c'est-à-dire c'est un projet de lutte contre les violences faites aux enfants. Le village ou chefs de quartier, les imams, les leaders communautaires ont participé à ces rencontres-là qui nous ont menés aujourd'hui au niveau de la mairie pour essayer vraiment de transmettre, de faire ce plaidoyer au niveau de la mairie. Il faut noter que d'importantes mesures sont déjà prises par Bafodé Dramé, le maire de la commune de Diallo-Koto, pour apporter une réponse face aux préoccupations des enfants. Au niveau de la mairie, et depuis notre installation, nous avions organisé des audiences foraines pour au moins attribuer
faire bénéficier aux enfants les actes de naissance. Et nous allons davantage renforcer le comité de protection des enfants. Après Tambacounda et Dialokoto, le conseil municipal des enfants compte remettre son mémorandum dès le vendredi prochain au maire de la commune de Missira. Moussa Omargué, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous le disais dans les titres, les 6 personnes arrêtées dans l'affaire du trafic de billets à la Médina ont été déférées et placées sous mandat de dépôt hier, selon des sources policières. Elles sont poursuivies pour faux monnayage, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. Ces individus ont été arrêtés le week-end en possession de billets noirs estimés à près de 2 milliards de francs CFA. Le président de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, a écopé d'un blâme hier à l'issue de son jugement devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Il lui est reproché d'avoir violé le devoir de réserve, mais le juge Souleymane Teliko conteste cette décision. Il va faire appel incessamment selon un de ses avocats, Maître El Hadj Diouf, qui est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Le président Teliko n'est pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision qui vise à museler les magistrats et plus particulièrement l'Union des magistrats du Sénégal. On voudrait que cette association se taise et ne s'exprime pas sur les questions qui agitent la justice sénégalaise qui a été fortement secouée ces derniers temps. Comme vous le savez, la Cour de justice de la CEDEAO avait condamné l'État du Sénégal dans le procès de Khalifa Sall pour la violation de ses droits. Alors, dans une émission télévisée, le président Teliko a regretté cette condamnation du Sénégal. Donc, en réalité, montrer que le Sénégal ne mérite pas cela. Justement, on reproche au juge Teliko d'avoir violé le droit de réserve. Qu'est-ce qu'il a répondu devant le conseil de discipline? Il n'y a pas de droit de réserve. Le droit de réserve ne porte pas sur les questions relatives à la profession et au développement technique, quand c'est technique et quand c'est professionnel, parce que quand même Teliko est un juge. Donc, c'est dans le cadre de sa profession qu'il agit. Et qu'il dirige d'ailleurs tous les magistrats du Sénégal, y compris le premier président, les procureurs généraux, tous sont membres de l'Union des magistrats du Sénégal, et Teliko est leur patron. Le président Teliko, et nous ne sommes pas contents de la décision. En réalité, un blâme, un avertissement. Pourquoi? Pour avoir dit ce qu'il devait dire. Donc on ne l'accepte pas. On va le faire incessamment, il n'y a pas de problème. Immédiatement et incessamment, pas de problème. L'intimidation ne passera pas. 12h10 à Hambourg, le procès du père du jeune garçon qui a péri lors de la traversée dans le cadre de l'émigration clandestine à Hambourg. À côté de ce monsieur, 12 autres personnes devraient être jugées. Le procès n'a toujours pas commencé. Nous suivons la situation avec notre correspondant sur place. À propos de l'émigration clandestine, les femmes catholiques de la commune de Kaolack sont sidérées par ces départs de jeunes vers l'émigration risquée qui se solde par des morts. Elles appellent les jeunes à rester chez eux et demandent surtout à leur maman d'arrêter d'encourager leurs fils pour des raisons économiques et d'être leurs complices. Ibrahima Diamé. ay ñaan ci biir église cathédrale Saint-Théophile bu Kaolack ngir gunge. Ibrahima Diamé, que nous retrouverons tout à l'heure pour nous parler de cet appel des femmes catholiques de Kaolack sur l'immigration clandestine meurtrière qui refait surface, je vous le disais tout à l'heure. Donc, nous la retrouverons lors de nos prochaines éditions, me dit-on. Les diplômés chômeurs ont tenu un sit-in ce matin devant le ministère de la fonction publique. Ils dénoncent une politisation du recrutement dans la fonction publique. Ces diplômés chômeurs demandent l'audit des structures chargées de l'emploi et du financement des jeunes. Écoutons Yves Zalé, le président du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Depuis 2018, l'État du Sénégal a annoncé un recrutement de 5415 agents pour la fonction publique. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Et que ce recrutement n'est pas parachevé. Ensuite, si on se fie aux chiffres publiés, nous sommes à moins de 2000 recrutements. Mais nous avons constaté que des gens sont en train de recruter en catimini. Parce que quelqu'un avec qui vous êtes dans le chômage, du jour au lendemain, il se dit que telle personne m'a demandé de lui donner mon numéro d'inscription et que maintenant je suis recruté dans la fonction publique. Alors que les listes ne sont pas sorties. Et tous ces gens-là, à qui cela arrive, ce sont des militants, ce sont des proches du ministre, ce sont des gens qui habitent le quartier dans comme elle,
Donc nous ne pouvons pas concevoir qu'on continue à utiliser la fonction publique comme si c'était une mairie. La fonction publique appartient à chaque Sénégalais. Elle n'appartient pas à des gens qui habitent dans le même quartier que quelconque ministre ou des gens qui ont des liens de parenté ou des liens politiques avec l'autorité. Après ce sitting, nous allons organiser un autre à la DER parce que nous ne pouvons pas concevoir que le chef de l'État donne des centaines de milliards à des structures et qu'au final les jeunes sont dans le chômage, les jeunes sont dans la rue en train de manifester, d'autres sont en train de brader au prix de perdre leur vie. Et nous demandons au président de la République d'auditer tous ces corps et toutes ces structures mises en place qui n'ont servi qu'à enrichir certaines personnes. Et nous disons au président de la République que ces gens à qui il a fait confiance, ils sont en train de le tromper. Ils sont en train de le tromper parce qu'ils ne travaillent pas pour lui, ils travaillent pour leur propre compte. Toujours dans ce chapitre, ce constat, aucune université sénégalaise ne dispose de facultés pour l'enseignement de l'arabe. Les étudiants arabisants sont orientés dans d'autres facultés. Les cours sont dispensés en français dans ces facultés-là. C'est pourquoi à Louga, les arabisants demandent la création d'une faculté arabe dans les universités pour permettre aussi aux étudiants arabisants d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Ils appellent à la modernisation des enseignements islamiques pour se lancer aussi dans la formation professionnelle en arabe. Abraham Paul Pouille. L'Institut islamique supérieur de Louga a célébré ses nouveaux bacheliers. Pour certains élèves, c'est le baccalauréat arabe en poche. Pour d'autres, ils maîtrisent désormais le Saint-Coran. Une occasion pour les arabisants de Louga de demander à l'État de créer des facultés arabes dans les universités. Selon Hassan Boup, secrétaire de l'Institut islamique supérieur de Louga, les étudiants arabisants ont des fois du mal à s'adapter dans les universités. La cause, les cours se font en français. Certes, l'État a fait des efforts pour ces dernières années. Maintenant, c'est facile pour ces étudiants arabisants d'intégrer les universités. Mais ce que nous voulons, nous demandons à l'État de créer des facultés arabes dans les universités. Le constat est que les cours se font en français. Pour faciliter l'insertion des étudiants dans le milieu professionnel, l'Institut prône actuellement la formation professionnelle et la modernisation des enseignements islamiques. Nous avons décidé maintenant de nous lancer dans l'enseignement professionnel. Cela va permettre à nos étudiants, une fois le baccalauréat en poche, d'intégrer facilement le milieu professionnel. Une journée célébrée avec la présence de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal qui a même promis l'augmentation du nombre de bourses pour les étudiants sénégalais qui désirent continuer les études en Arabie Saoudite. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce 1er décembre. L'édition de cette année a pour thème Solidarité mondiale et responsabilité partagée. Le taux de prévalence reste stable autour de 0,5% au Sénégal. D'après la secrétaire exécutive du CNLS, le Conseil national de lutte contre le sida, les jeunes âgés entre 15 et 24 ans sont les plus touchés. Le docteur Safietou Thiam était l'invité de RFM Matin. L'épidémie de manière générale est en train de décliner au Sénégal, mais de manière générale partout dans le monde. Le taux de prévalence du VIH est de 0,5% dans la population générale, mais je dois vous dire que dans notre pays, le taux de prévalence est de 0,5%, mais notre pays est caractérisé par une épidémie de type concentré. Concentré dans des groupes vulnérables, comme les populations clés, parmi lesquelles la prévalence est 20 à 50 fois supérieure à la moyenne nationale. Et quelle est la tranche d'âge la plus touchée? Les nouvelles infections baissent au Sénégal, mais nous avons remarqué que les nouvelles infections ont baissé dans toutes les tranches d'âge, en dehors de la tranche d'âge de 15 à 24 ans, qui est la tranche d'âge des jeunes, qui est une tranche d'âge très importante et liée à beaucoup de facteurs. Le manque d'information au niveau des jeunes, le manque d'éducation aussi pour la plupart des jeunes, le manque de services adaptés aux besoins des jeunes. Parce que il y a, je le dis toujours, il y a des services de pédiatrie jusqu'à 15 ans et puis les services d'adultes. Mais entre 15 et 18 ans,
c'est des adolescents, des jeunes qui n'ont pas vraiment de services adaptés en dehors de quelques centres conseils adolescents qui ne répondent pas à tous leurs besoins. Je vous amène maintenant à Kédougou où l'analyse de la situation épidémiologique du VIH-Sida révèle un taux de séropositivité élevé à Saraya, où le suivi des professionnels du sexe pose problème à cause de leur instabilité et de leur déplacement d'un site d'orpaillage à un autre. Les explications de notre correspondant Ibrahima Diabakhate. De 1,4% en 2015, le taux de prévalence est passé à 0,6% dans la région de Kédougou. Même si cette tendance baissière est effective au niveau des départements de Kédougou et de Salémata, à Saraya par contre, le taux de séropositivité tourne autour de 0,6%. En effet, sur une cohorte de 190 patients recensés au seul district sanitaire de Saraya, seuls 58 sont régulièrement suivis. Les 132 autres, disséminés à travers les sites d'orpaillage, sont considérés comme des disparus ou perdus de vue. À la date du 30 novembre 2020, le district sanitaire de Saraya a enregistré 27 cas positifs et 3 décès liés au VIH-Sida. Aujourd'hui, des stratégies sont mises en œuvre au centre de santé de Saraya pour un meilleur suivi de ces cas positifs. Seulement, avec les professionnels du sexe qui ont investi les sites d'orpaillage, leur suivi s'avère extrêmement difficile. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. À 12h et bientôt 19 minutes, le reste de l'actualité avec la libération des emprises qui se poursuit sur le tracé du bus rapide transit de Dakar ce mardi 1er décembre. C'est au tour des occupants des sections 4 à 9 de quitter l'espace prévu pour le BRT. Il s'agit notamment de l'axe échangeur Aliousso au rond-point RTS en passant par le collège Hyacinthe Thiandoum, le rond-point Liberté 6, le rond-point Boulangerie Jaune, la rue 10 prolongée, le rond-point ONU, la place de la Nation et le boulevard du Général de Gaulle. À l'instant même, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le CETUD, organise un point de presse sur la question en présence du préfet de Dakar. Et puis l'adieu à Madiang Kharidieng, l'ancien ministre de l'Intérieur, inhumé aujourd'hui à Touba. La levée du corps a eu lieu ce matin à Dakar. Je vous propose d'entendre son fils aîné Mamadou Moustapha Dian au micro de Pape Balagueye. Mon père, c'était un grand monsieur, c'est quelqu'un qui nous a aidés, qui nous a éduqués également dans la religion musulmane, dans l'intégrité et l'honnêteté. Et il nous a beaucoup aussi appris à être un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était vraiment un homme d'exception et qui était d'une grande rigueur et d'une grande honnêteté intellectuelle. Donc aujourd'hui, sa disparition est une grande perte pour le Sénégal, à votre avis? C'est vrai que c'est une perte pour le Sénégal puisque c'est quelqu'un qui aimait profondément son pays. C'est c'est un grand patriote qui a beaucoup œuvré pour son pays, qui a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Ensuite, il s'est retiré complètement de la vie politique, de la vie citoyenne. Il était resté comme un digne fils, un bon disciple de Cheikh Ahmadou Bamba à qui il croyait beaucoup. Mais autrement, il nous a toujours vraiment montré la voie toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'honnêteté, de l'intégrité et une voie vraiment pour aller vers l'essentiel surtout, quoi. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour, Georges Détié-Diop. Rebonjour, Souleymane Niang. Au Mali, Al-Qaïda revendique l'attaque de 3 bases françaises. Dans un communiqué diffusé sur Al-Sabat, un média affilié, l'organisation a déclaré que les attaques à la roquette des Moudjahidines en soutien à l'islam et aux musulmans ont visé les bases de l'armée française infidèle hier lundi. Les camps situés à Kidal, Menaka et Gao ont été touchés par des tirs de roquettes en l'espace de quelques heures. Seule la base de la MINUSMA à Kidal a subi des dommages selon le porte-parole de l'armée française qui précise que les tirs n'ont fait aucune victime. Au Tchad, Idriss Déby célèbre ses 30 ans au pouvoir. Idriss Déby dirige le Tchad depuis le 1er décembre 1990 suite à un coup d'État qui renversait Hissène Habré au pouvoir depuis 8 ans. Cette date était synonyme de vent de liberté au Tchad, pays qui était marqué par des violences et des atteintes aux droits de l'homme. Espoir déçu selon l'avocate Jacqueline Moudena. Pour elle, on ne peut pas parler de démocratie au Tchad. Jacqueline Moudena, avocate des victimes de l'ancien président Hissène Habré,
extrait au micro de RFI. Tout bêtement, j'ai cru aux 2 mots qui sont sortis de la bouche du président de la République qui disait qu'il n'apportait ni or ni argent, qu'il apportait que la liberté aux Tchadiens. Mais très vite, j'ai déchanté. Vous disiez qu'en 2001, vous aviez adressé une pétition donc au président français. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat dans lequel vous êtes engagé a porté ses fruits? Quelquefois, les gens disent on n'avance pas, mais on stagne. Mais chez nous, on n'avance pas, on ne stagne pas, mais on recule. C'est un recul vraiment considérable de notre démocratie. On ne peut même pas parler de démocratie. 30 ans d'apprentissage démocratique, est-ce qu'il n'y a eu que du recul? Quand les forces de l'ordre s'attaquent à une radio, ça s'est passé avant-hier, c'est la pire des choses. Et il n'y a pas que cette liberté de presse qui est malade. L'appareil judiciaire est complètement malade. Et j'ai toujours dit que la justice, c'est le miroir dans lequel on se regarde quand on veut mener une bonne démocratie. La corruption bat son plein et quand certains juges osent lever le petit doigt, ceux-là sont sanctionnés. La justice est utilisée pour mater les opposants, pour mater les défenseurs de droits de l'homme. On ne peut pas parler d'une démocratie qui avance et on ne peut pas se dire qu'on stagne non plus. C'est là où je vous dis qu'il y a du recul et j'insiste là-dessus. C'est un recul considérable. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune annonce son retour au pays dans les prochains jours selon un communiqué de la présidence. Le président Tebboune est en convalescence en Allemagne depuis 1 mois pour se soigner du Covid-19. Et pour terminer, aux États-Unis, un avocat d'origine nigériane nommé secrétaire adjoint au Trésor, son nom Wali Adeyemo. Il a été nommé hier par le président élu Joe Biden. Wali Adeyemo, âgé de 39 ans, est né au Nigeria et a été élevé à Los Angeles. Il est diplômé en art de l'université de Berkeley et de l'école de droit de Yale. Il est le premier secrétaire adjoint au Trésor afro-américain. Merci Georges Détié-Diop, il est 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Rendez-vous tout à l'heure à Point de Vue avec nos 2 invités du jour. Nous parlerons de l'Alliance pour la République, l'APR, qui fête son 12e anniversaire ce 1er décembre. Nous serons avec le professeur Moussa Diaw, spécialiste en sciences politiques et relations internationales, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et avec M. Bakary Domingo Mané, journaliste analyste politique. RFM Sport. Bienvenue, Malal Diagne Junior. Merci Souleymane. Maître Moustapha Camara soutient le président Senghor. L'avocat qui est au barreau de Paris et docteur en droit des sports estime que c'est une candidature qui mérite d'être soutenue. Pour l'avocat, Maître Augustin Senghor remplit le cahier de charges pour diriger et redresser la Confédération africaine de football. Maître Moustapha Camara, que nous écoutons. C'est une candidature qui est très crédible. C'est une candidature qui est crédible, il a l'expérience, il a la compétence. Et puis aussi, il a aussi un bilan qui joue à sa faveur. Ce bilan aujourd'hui, on sait qu'il y a un bilan financier au niveau de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi, surtout, il y a une sérénité qu'il a apportée au sein de cette fédération. Et puis après, c'est quelqu'un aussi qui connaît très bien comment fonctionne la Confédération africaine de football. Donc, il est tout à fait normal que d'ici en France, et avec tout le réseau qu'on a aussi, donc c'était pour nous très normal que je soutienne sa candidature. Concrètement, qu'allez-vous faire à votre niveau en France et un peu dans toute l'Europe et au regard de vos relations aussi dans le milieu sportif africain pour véritablement mettre ce lobbying dont il a besoin afin qu'il puisse accéder à la présidence de la CAF? Concrètement, ce qu'on peut faire d'ici en France, c'est que nous ne sommes pas dans le lobbying puisque nous ne sommes pas dans les institutions, mais en revanche, nous sommes écoutés parce que nous écrivons dans le sport, dans le football, parce que aussi nous enseignons dans les plus grands instituts en France, dans le domaine du sport. Donc aujourd'hui, nous avons une certaine, si on peut s'exprimer comme ça, une certaine notoriété qui fait que quand même qu'on est écouté. Et si on est écouté, on peut quand même dire aux gens, expliquer aux gens qu'est-ce que M. Augustin Senghor peut apporter au football africain. Le football sur le terrain avec la 5e journée de la Ligue des Champions. Marseille, qui n'a toujours pas gagné cette année en C1, va jouer contre Olympiakos. City fera face à l'équipe de Porto. L'Atlético Madrid reçoit le Bayern de Munich. L'Inter va faire face à l'équipe de Borussia Mönchengladbach. Le Real face à l'équipe de Shakhtar Donetsk.
L'Ajax d'Amsterdam ira défier Liverpool et Sadio Mané. Match prévu à 20h à suivre en direct sur RFM Suleiman. Basketball à présent, les U18 ont quitté Dakar ce matin pour le Caire. Pour participer à l'Afrobasket de la catégorie chez les garçons, l'équipe nationale est partie ce matin. Le premier match est prévu vendredi prochain. Par contre, les Lions du basket chez les U18 vont quitter Dakar jeudi prochain pour rallier la capitale égyptienne. L'équipe nationale U18 va participer à cet Afrobasket qui verra seulement 3 équipes compétir pour cette compétition. Il s'agira de l'Égypte, pays hôte, du Mali et du Sénégal. Les 2 premières équipes seront qualifiées pour la Coupe du Monde de la catégorie. Badminton, les formateurs sont en formation. Pour les membres du comité national provisoire, c'est la meilleure façon de promouvoir cette discipline. C'est en formant les enseignants qui devront servir de relais dans les milieux scolaires. Tony Djandi est le président du comité national provisoire du badminton. On s'est dit avec l'avènement de la Covid, donc le mieux c'était de nous appesantir sur la formation. Si nous avons avec la Fédération mondiale de badminton initié le programme Shuttle Time Sénégal. Le programme Shuttle Time vise à la formation des tuteurs. Les tuteurs ne sont que des formateurs. Plus tard pourront former des enseignants. C'est des tuteurs qui sont aguerris à la pratique du badminton, qui sont généralement des coachs, des professeurs d'éducation physique qui ont connu la pratique du badminton. Donc en 3 jours, ils vont perfectionner et pouvoir prodiguer des cours aux élèves et aux étudiants. Président, au regard de votre démarche, vous comptez vous appuyer sur l'école et les universités pour promouvoir le badminton au Sénégal? Oui, parce que simplement, le milieu scolaire est un grenier, ça regorge d'élèves et d'étudiants. Avec ces jeunes-là, nous pouvons nous appesantir pour faire la promotion du badminton. Le badminton à l'école, s'il est bien mis en place, pourrait nous faire valoir John Badis plus tard. Ainsi, les 15 tuteurs vont être lancés et ils seront nos ambassadeurs sportifs, les ambassadeurs du badminton qui vont aller dans les universités et dans les écoles pour promouvoir cette discipline et enseigner. Pour finir, parlons de cette triste nouvelle pour le Sénégal, connue depuis dimanche avec la disparition de Papa Bouba Diop. La dépouille, selon la famille, est attendue vendredi prochain à Dakar. Plus de détails avec Solekan. La dépouille de Pape Bouba Diop est attendue à Dakar ce vendredi, selon des sources proches de la famille. Toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises par les membres de la famille en collaboration avec les autorités étatiques pour que le défunt et sa famille puissent venir à Dakar dans les meilleures conditions. Selon une source officielle, les plus hautes autorités du gouvernement et tous les responsables de la Fédération sénégalaise de football seront à l'arrivée et à la levée du corps de l'international sénégalais. Papa Bouba Diop reste à ce jour le meilleur buteur du Sénégal en phase finale de Coupe du Monde. Le Rufisquois est entré dans l'histoire du football sénégalais grâce à son but contre la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde au Japon. C'était en 31 mai 2002. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h30. La revue de presse signée par Georges Déthié Diop. Souleymane Teliko blâmé. Oui, le président de l'Union des magistrats sénégalais écope d'un blâme. Le quotidien, Walf Quotidien, enquête, les Échos mettent en exergue la sanction infligée à Souleymane Teliko. Il était hier devant la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Walf Quotidien fait état d'un procès où l'enquête souligne qu'il a fallu 12 heures de débat acharné pour arriver à la sanction du président de l'UMS. Les Échos, dans le même sillage, parlent de 2 heures d'interrogatoire et 9 heures de plaidoirie pour condamner Teliko pour violation du droit de réserve. Selon mon confrère, 83 magistrats s'étaient constitués, mais 11 d'entre eux l'ont assisté à l'audience et 12 avocats. Un des avocats parle d'ailleurs dans enquête. Il confie que l'objectif du ministre est d'affaiblir l'UMS, mais c'est peine perdue selon lui. Les avocats de Teliko, qui ne comptent pas en rester là, selon Source A, ils envisagent de porter l'affaire devant la Cour suprême et en cas de besoin devant les institutions internationales, notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies par rapport au respect et à la violation du pacte. Une affaire dont la justice s'est saisie, celle relative au centre de redressement de Serigne Modou Kara. L'Observateur nous apprend à sa page 7 que 6 gestionnaires déférés ont bénéficié d'une liberté provisoire et 37 autres seront présentés au procureur aujourd'hui. Pendant ce temps, Serigne Modou Kara ordonne à ses disciples le silence absolu. Vox Populi rapporte que le marabout a, dans un audio, demandé à tous ses talibés de garder le silence dans cette affaire avant de souligner qu'il a toujours voulu aller en prison, mais le cheikh
ministère n'a jamais accepté cela. En tous les cas, pour ce qui est de ces centres, Maître Abdoudaf, avocat à la Cour, explique dans l'Observateur que s'ils ne sont pas reconnus, le parent qui y amène son enfant peut être poursuivi pour complicité. Et qu'en est-il des milices privées? Dans Sud Quotidien, des spécialistes et défenseurs des droits humains mettent l'État devant ses responsabilités. Selon Maître Hassan Diomandiaï de la Ligue sénégalaise des droits humains, il appartient à l'État de veiller à ce que tout comportement social soit conforme aux exigences de l'État de droit. Sadir Niasse de la RADDHO, lui, indique qu'on ne peut pas comprendre que dans un état de droit, il y ait cette prolifération de milices. Quant au colonel de gendarmerie à la retraite, Sankung Fati, il souligne que nul n'est censé ignorer la loi, même pour sa sécurité. Pendant ce temps, El Hadj Kassé n'y va pas par 4 chemins. Le ministre conseiller de la présidence de la République en charge de la culture propose la dissolution et l'interdiction de toutes les milices privées. La Covid-19 à présent, avec l'augmentation des nouvelles contaminations notées ces derniers jours, l'ancien directeur général de la santé, le professeur Oumar Faye, explique dans le quotidien national Le Soleil quelle est la conséquence des conditions climatiques favorables, du relâchement dans le respect des mesures barrières et de la familiarité avec le virus. L'on craint en tous les cas une deuxième vague. Le cas échéant, ce serait une catastrophe sur le plan sanitaire, du moins de l'avis du docteur Hardiata Diallombay, infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Elle s'est confiée à l'Observateur au moment où là s'arrête sur le calvaire des malades du sida. L'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Les causes des difficultés que vivent les personnes vivant avec le VIH selon l'AS, la rupture dans la distribution des antirétroviraux, l'impact de la Covid-19, la stigmatisation, la discrimination entre autres. L'AS qui nous apprend par ailleurs qu'avec 1,5% de prévalence, Ziguinchor est dans la zone rouge et qu'entre 2008 et 2018, 38,9% des malades du VIH ont disparu. Santé toujours avec la décision de la CMU de s'opposer à l'attribution provisoire des kits de dialyse par la PNA. Les hémodialysés souffrent le martyre, mais heureusement, révèle Source A, la direction centrale des marchés publics joue au sapeur. Elle est en train de consulter les deux parties, la CMU et la PNA, pour voir dans quelle mesure elle peut les amener à s'entendre. À la une de Libération, représailles à Dakar Demdik, Maître Moussa Diop fouillé. Selon le journal, Omar Boun Khattab Silla est en train de passer au crible toute la gestion de son prédécesseur. Libération se fonde sur une note en date du 27 novembre dernier, laquelle informe d'une mission d'audit qui doit se dérouler à partir du 30 novembre 2020 pour le recensement du personnel. En plus, le responsable de la cellule de passation des marchés a été relevé de ses fonctions. Et pour terminer, l'on reparle du décès de Pape Bouba Diop. Dans l'Observateur, Henri Camara parle de son défunt ami et retrace les moments qu'ils ont vécus. Henri confie qu'entre Bouba et lui, il y avait un truc divin. Stade parle d'un Pape Bouba Diop humble, calme, discret, effacé, gentil. Selon l'AS, sa dépouille est attendue à Dakar mercredi. Au plus tard, vendredi, précise le quotidien Record. À vos kiosques et bonne lecture.